Daniel, bon Shabbat. Beaucoup de gens sont là pour te dire que tu n'es pas seul, Daniel. On est avec toi et on veut que tu saches que tu es un héros pour nous. Tiens, voilà la photo. Daniel Yahalom, 32 ans, est chercheur à l'université d'Haïfa. En mai dernier, il reçoit un ordre de mobilisation obligatoire pour aller combattre à Gaza. Ce réserviste se rend dans cette base pour dire qu'il n'ira pas à la guerre. Je suis la mère de Daniel. Je suis émue. C'est le premier soldat de réserve à être emprisonné pour désertion depuis le 7 octobre 2023. Je suis ici pour faire entendre sa voix. Daniel est un combattant. Il a été plus de 200 jours en réserve l'année dernière. Il a donné en tout 4 ans et demi de sa vie à l'armée en tant que combattant. Les manifestants soutiennent Daniel et s'opposent à la guerre à Gaza. J'ai fait 200 km pour vous soutenir. Bravo, merci. Je ne pouvais plus rester chez moi. J'ai un fils à l'armée qui est en service actif. Daniel fait partie d'une association de soldats déserteurs. Comme ces 3 réservistes en noir qui, eux, sont encore libres, car ils ont choisi de ne pas se présenter à leur caserne. On est maintenant plus de 300 comme Daniel, à avoir informé nos commandants que nous ne nous présenterons pas pour la prochaine convocation et nous attendons maintenant d'être jugés. Depuis le début de la guerre, Stav a combattu 9 mois à Gaza au sein d'une division blindée. On est en train de faire des choses qui sont immorales. Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des choses, mais je ne veux pas en parler devant la caméra. Neta Kaspin, ingénieur dans le civil, a passé 2 mois à Gaza dans une base arrière, les yeux rivés sur les écrans d'une salle de contrôle. On était assis, c'était la nuit. Et d'un coup, on a vu un homme dans l'obscurité passer dans une zone interdite. Il ne faisait rien de suspect. Il faisait des allées et venues pendant 15 minutes. Et au final, un drone l'a bombardé. Au PC de logistique, on a vu ça et on était complètement abasourdis. Et puis quelqu'un est arrivé d'une salle d'opération juste à côté et s'est exclamé « On a tué un terroriste, vous n'êtes pas content ?» Et nous, il était 3 heures du matin, on était choqués par ce qu'on avait vu. C'était horrible. Je ne retournerai pas faire cette guerre. Je ne peux pas. Je ne me suis pas engagée pour ça. Une parole rare en Israël, où l'armée est un ciment de la société. Tenez, prenez ça. Le service militaire est obligatoire. 2 ans pour les femmes, 3 ans pour les hommes. Ces Israéliens rejoignent ensuite les rangs des 450 000 soldats réservistes susceptibles d'être appelés à tout moment. Mais des sources militaires ont récemment admis que depuis le début de l'année, 60 000 d'entre eux n'auraient pas répondu à l'appel de la guerre. Et le besoin de combattants se fait de plus en plus pressant. Tout particulièrement depuis que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a lancé le 16 mai dernier une nouvelle offensive pour conquérir l'enclave palestinienne. Il reste des otages, tu es en train de sacrifier nos frères et nos sœurs qui sont à Gaza. Une guerre pour certains qui serait sortie de son objectif initial, la libération des otages. Après plus de 600 jours de combat, les soldats réservistes sont de plus en plus nombreux à s'y opposer. Parfois jusqu'à quitter l'uniforme en plein champ de bataille et revenir à la vie civile. Tu étais basé dans quel secteur à Netzarim? J'étais dans la partie ouest du corridor. Neta Kaspin rencontre pour la première fois Yuval Ben-Ari, un autre déserteur. Ce chargé de communication était soldat dans l'infanterie à Netzarim, au centre de l'enclave, puis à Rafah. Ça, c'est Netzarim, la première fois que j'y suis allé. Tu étais là quand? C'était au mois de novembre et décembre de l'année dernière. Tu vois, au fond, c'est la ligne de front. Et ça, c'est moi en soldat.
À 40 ans, Yuval n'a jamais voté pour le parti de Netanyahou. Il n'a pas hésité dès le 7 octobre à répondre à l'ordre de mobilisation de l'armée jusqu'au mois de mars dernier. Son bataillon est alors transféré au nord de l'enclave pour préparer une nouvelle offensive. Quand on est arrivé à Rafah, les gars étaient épuisés. On devait assurer la protection d'un bulldozer qui finissait de détruire des putains de maisons. C'était clair que c'était n'importe quoi. Voici ce qu'il découvre à Rafah. Un champ de ruines, là où vivaient 250 000 habitants. Ces images ont été tournées par l'agence Associated Press. Quand je suis arrivé la première fois, j'ai été choqué par le niveau de destruction. C'était clair pour moi que personne ne comprenait ni ne parlait de la finalité de la guerre. On réalise que certains immeubles appartenaient à des particuliers. Des gens y vivaient. Quand on dit à la population de partir parce que ça va être une zone de guerre, au poste de commandement, on appelle ça une évacuation humanitaire. On considère qu'on les protège en les faisant partir. Mais dans les faits, ce sont des gens avec des valises à qui on dit cela, qu'on trimballe de ville en ville. Certains sont vieux, certains sont malades, certains se demandent s'ils prennent leur chat avec eux. Est-ce qu'on y va à pied? Est-ce qu'on prend une voiture? Est-ce qu'on a une voiture? Ils partent en sachant qu'ils n'auront pas d'endroit où revenir. C'est au mois de janvier dernier que Yuval, le réserviste, commence à suivre cette page Facebook. Une activiste israélienne y recense les femmes et les enfants tués ou blessés par l'armée israélienne. Là, c'est la maison de la famille Abou Samara, à Deir el-Bala. 13 des 15 membres de cette famille sont morts. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas ignorer. Beaucoup de gens en Israël refusent de regarder ça ou sont dans le déni. Ils disent que ce sont des images de propagande, mais ce n'en est pas. Le 23 mars dernier, alors qu'il est en poste à Rafah, une tragédie fait basculer Yuval. Un convoi du Croissant Rouge palestinien roule au sud de la ville pour aller chercher des blessés. C'est un secouriste qui filme. Une autre ambulance stationne tout feu éteint sur le bas-côté. J'espère qu'ils vont bien. Les véhicules se garent. À peine arrêtés, ils sont pris pour cible par l'armée israélienne. Une semaine après, le Croissant Rouge met à jour une fosse commune avec 15 cadavres de secouristes. Sur l'un d'eux, le téléphone avec la vidéo de l'attaque. Les ambulances, elles aussi, ont été enterrées. L'armée déclare avoir considéré les véhicules comme suspects. Yuval quitte son bataillon. J'ai décidé que je devais refuser, que je devais m'opposer à ce qui allait se passer. J'ai compris qu'on allait lancer une nouvelle offensive terrestre et j'ai compris que rien ne justifiait de participer à ça. Le 7 octobre, c'est derrière nous. Nous ne sommes plus les victimes. Maintenant, nous sommes devenus les assaillants. Nous allons commettre des crimes de guerre. La famine, c'est un crime de guerre. Les bombardements d'enfants, c'est un crime de guerre. Bombarder un camp humanitaire, c'est un crime de guerre. Et en plus, on va perdre les otages. Alors j'ai parlé à mon officier. Il a essayé de me convaincre de ne pas partir. Il a dit qu'ils avaient besoin de moi. Et il avait raison. Si quelqu'un part, la charge est plus lourde pour les autres soldats. Il y a un lien d'amitié entre les soldats, de camaraderie. Mais qu'importe, c'est ce que je crois. Je suis désolé, je lui ai dit. Je ne te reproche rien. Puis je lui ai rendu ma tenue de combat
J'ai roulé jusqu'à la frontière dans un véhicule militaire et j'ai rendu mon arme. Et voilà. Yuval encourt un maximum de 15 ans de prison. Mais l'armée a décidé de ne pas le poursuivre, ne sachant pas quoi faire avec ses réfractaires. Il serait 20% des réservistes à avoir déserté depuis le début de l'année. C'est ce qu'ont révélé des sources militaires à plusieurs médias israéliens, du jamais vu dans l'histoire du pays. À la Knesset, au Parlement, la coalition au pouvoir, une alliance entre la droite et l'extrême droite, préfère minimiser ce chiffre. Boaz Bismuth est un député du Likoud. Ce franco-israélien est un admirateur de Napoléon. Il est surtout très proche du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ah, moi, je connais les chiffres. Alors, parmi les 20%, est-ce que c'est ceux, peut-être pour des raisons professionnelles? Est-ce que c'est pour des raisons familiales? Déjà, vous êtes d'accord avec moi que 80% après plus d'1 an et demi de guerre, c'est déjà un chiffre qui est considérable. Vous êtes d'accord avec moi? Des soldats qui font partie de ces 20%, ils nous parlent d'une guerre immorale qui n'est plus juste. Ah, moi, je vais vous poser une question. Ça veut dire, d'après votre question et la façon dont vous la formulez, que 80% de mes soldats qui viennent à l'armée sont immoraux. Leurs arrière-petits-enfants vont être fiers qu'ils ont participé à une des guerres les plus importantes de l'État juif pour sa survie. Parce que là, on n'a pas vécu le 7 octobre, un événement historique, mais carrément un événement biblique. Dans 500 ans, on parlera du 7 octobre. Et donc, ce guerrier qui a perdu sa vie, ce papa que je vais voir qui a perdu son fils, je lui ai dit que son fils est devenu éternel, parce que c'est un héros d'Israël. Un héros d'Israël. Ce député veut croire que les déserteurs sont tous issus de l'opposition de gauche. Mais après plus de 600 jours de guerre, la colère gagne son propre camp. Ce réserviste a toujours voté à droite. Dans le civil, il dirige une start-up dans les nouvelles technologies. À l'armée, il est chef d'une unité anti-explosifs. Depuis mai dernier, il refuse de retourner combattre à Gaza. La première raison pour moi d'être là-bas, c'était de libérer les otages. C'était l'objectif suprême de cette guerre, les ramener à la maison. Mais Israël n'y est pas parvenu. Quand la trêve a été rompue, je me suis dit, on s'est dit avec les gars qu'à partir de maintenant, en cas d'opération militaire intense dans la bande de Gaza, les chances de sauver des otages étaient beaucoup moins importantes que les risques de les tuer. Je ne suis pas prêt à prendre part à une opération qui va conduire, Dieu nous en préserve, à la mort d'un ou de plusieurs otages. Et ce qui me dérange le plus, c'est qu'il n'y a plus de vision de ce qu'on fera de Gaza après tout cela, à part continuer la guerre et s'embourber sans fin. À Tel Aviv, le retour des otages est depuis des mois une injonction faite au gouvernement, qui s'affiche partout, sur les immeubles, dans les rues, sur les arbres. Désormais, aux photos des otages, toujours retenus par le Hamas, s'ajoutent d'autres portraits. Près de 900 soldats israéliens sont morts dans les combats depuis le 7 octobre 2023. Au quartier général de l'armée, l'état-major est inquiet d'une révolte qui vient des airs. Nous sommes pilotes de la force aérienne, demandent le retour de tous les otages sans délai. La continuation des guerres va ramener la mort des otages, des soldats israéliens et des citoyens innocents. Guy Poran, ancien pilote d'hélicoptère, est à l'origine de cette pétition qui s'inquiète aussi du sort des civils palestiniens. En avril dernier, il rassemble 1200 signatures de réservistes et d'officiers de l'armée de l'air. Le commandant de la force aérienne, il m'a convoqué à son bureau et il a même fait entrer dans la réunion le chef d'état-major et ils ont essayé de nous
convaincre de ne pas publier cette lettre avec des raisonnements que nous allons faire une instabilité dans la force aérienne, etc. Ils ont même menacé les pilotes qui sont en réserve active que s'ils ne retirent pas leur signature, ils vont être virés de la force aérienne. Et 2 jours après cette réunion, on a publié quand même. Le Premier ministre, même Benjamin Netanyahu, a réagi que le signateur de cette lettre, il a dit, ils sont de mauvaises herbes. À qui il a dit mauvaises herbes? Sur cette liste de 1200, il y en a 130 qui sont généraux à la retraite ou à réserve, des dizaines de commandants des escadrilles de chasse. Ils ont signé ça. Et tous ces gens-là, le Premier ministre Netanyahou a appelé comme les mauvaises herbes. Des mauvaises herbes qui poussent un peu partout. Quelques jours après la pétition initiée par Guy, d'autres membres de corps prestigieux de l'armée, comme les parachutistes et la marine, rejoignent le mouvement. 15 000 signatures de militaires en tout. Et même celles de 250 agents du Mossad. De quoi donner des ailes à ces manifestants qui se rassemblent chaque samedi pour le retour des otages. Et depuis peu, ils ont un nouveau mot d'ordre, la chute du pouvoir en place. À la tribune, Ehud Barak, ancien Premier ministre et ex-ministre de la Défense. Ce gouvernement est incompétent et incapable. Il faut le faire tomber. Et il ne tombera qu'à la faveur d'un soulèvement populaire. Je crois de tout mon cœur que nous en prenons le chemin. Est-ce que nous sommes prêts ? À la nuit tombée, des milliers de personnes convergent vers le quartier général de l'armée israélienne à Tel Aviv. Devant le bâtiment, certains manifestants vont s'arrêter. Ils brandissent des photos d'enfants de Gaza morts sous les bombardements, répertoriées par une ONG israélienne. Sur chaque pancarte, le nom de la victime, la date du décès. Mohamed Abad, mort le 12 avril 2025 à Khan Younes. Naya Karim, 5 ans, morte le 20 mars 2025 à Gaza City. Je ne peux pas regarder les images des enfants. Ça me fait pleurer. Mais en même temps, je suis fier, je suis heureux de voir les Israéliens qui font ça, qui ne pensent pas seulement à la vie des otages et des Israéliens. Et auparavant, ce n'était même pas possible. Il y avait des résistances de faire ça. Il y a 6 mois, il y avait peut-être un groupe de 10 personnes avec ce type de manifestations. Là, maintenant, vous avez des centaines, peut-être de milliers qui font ça. Exposer des visages plutôt que dégrainer un décompte sanglant. Ces Israéliens montrent aujourd'hui ouvertement leur refus d'une guerre qui n'en finit plus, qui a fait jusqu'à présent 55 000 morts à Gaza, dont la moitié sont des femmes et des enfants.